Bonjour tout le monde. Alors en fait, je croyais avoir 55 minutes, mais en fait, j'en ai que 50. En plus, j'ai changé ma démo hier. Et j'ai des trucs à donner pour les gens qui posent des questions. Donc on va essayer de se dépêcher. Donc on va parler d'Hibernate OGM. Donc pas l'ORM, mais le G, ça veut dire quoi? Ça veut dire grid. Mais en fait, c'est un mauvais nom, parce qu'en fait, on fait plus que ça. Donc Object Grid Mapper. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, essayons d'appliquer JPA à des systèmes qui ne sont pas relationnels et de voir si ça casse fondamentalement ou si ça casse pas, et du coup quel avantage on pourrait offrir à utiliser JPA pour stocker les infos dans les systèmes NoSQL tels que MongoDB, des data grids de type Infinispan, Cassandra, etc., etc. Donc ça c'est le truc que vous devez retenir si vous devez partir maintenant. Et sinon fondamentalement Hibernate OGM, c'est un moteur de dénormalisation. C'est-à-dire que vous nous expliquez vos données sous forme objet, et nous, on stocke l'information. Et on est potentiellement capable de la stocker de façon dénormalisée pour après pouvoir la récupérer de manière efficace, dans vos applications. D'accord ? Et notre idée, c'est de supporter tout JPA, en incluant les requêtes, mais ça, on va voir, c'est pour l'instant pas d'actualité, mais c'est vraiment notre objectif. Et donc il y a beaucoup de solutions NoSQL qui offrent en Java un truc JPA-like, mais au bout de 3 annotations, ils disent oula, c'est commence à être compliqué, du coup ils supportent pas vraiment tout. Alors c'est moi, il y a mon nom, ensuite il y a pour qui je travaille. JCP, ça veut dire que je fais les standards de Java, je travaille sur bin validation et JPA. Je travaille sur un nouveau langage qui s'appelle Célon, un tout petit peu, je les aide à droite à gauche. Je fais 2 podcasts. Alors, il y en a un que vous êtes obligé de connaître, ça s'appelle Les Cascodeurs. Du coup, vous venez à 6h05 à la session live des Cascodeurs. Et l'autre, c'est un truc sur la communauté JBoss en général, assez tranquillou aussi, donc venez vous inscrire. Voilà, et puis comme j'ai réécrit mon site web plus mon blog et qu'il est tout joli machin, vous allez sur emmanuelbernard.com et vous le regardez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous faire un petit tour de NoSQL, du SQL NoSQL, pour vous positionner, vous donner la raison de pourquoi on a démarré Hibernate OGM et à quoi ça pourrait servir. Alors, les bases de données relationnelles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des choses avant. Et avant, c'était un petit peu comme le monde NoSQL aujourd'hui, c'est-à-dire le bordel. C'est-à-dire que chacun avait des approches un petit peu différentes, des optimisations différentes, peut-être des gens qui utilisaient des curseurs directs pour lire directement la donnée à partir du disque dur, des choses comme ça, et ça c'était poussé jusqu'à l'applicatif, etc. Il y avait plusieurs modèles d'approche, et il y avait vraiment... il y avait des raisons de préférer l'un à l'autre, mais en fait, une fois que vous partiez dans une approche, vous étiez un petit peu coincé. En tout cas, votre application, elle partait là-dessus jusqu'à la fin de sa vie quasi. Et puis le modèle relationnel est arrivé, puis les vendeurs ont commencé à écrire une implémentation relationnelle, Oracle parmi les premiers. Et là, les gens se sont dit, ah, mais le modèle relationnel, il est bien parce que, bon, déjà, il y a un mec qui a réfléchi, il est consistant, etc., etc. Et en plus, il y a pas mal de trucs intéressants par-dessus que les gens ont rajouté, intégrité référentielle, la notion de transaction, d'isolation, etc. La notion de langage, de requêtage, d'accord ? Et en fait, tout ça, ça fait que c'est devenu un peu comme la paix romaine à l'époque romaine, donc. Finalement, bon, vous n'étiez pas forcément d'accord avec le truc, mais tout le monde partait sur ce standard-là et on a pu évoluer, on a pu construire des applications qui étaient plus ou moins standards, passer d'une solution à une autre et se focaliser sur les choses au-dessus plutôt que sur comment stocker ma donnée, etc., etc. Si j'avais à retenir ce que j'aime bien dans le modèle relationnel, dans les bases de données relationnelles, c'est petit 1, il y a une abstraction entre ce que votre application fait, mettons vous travaillez avec des objets, et la structure des données. Pourquoi ? Parce que le modèle relationnel, il vous présente des tables, avec des colonnes, etc. Comment il les stocke ? Vous ne le savez pas. D'accord ? Ça se trouve, c'est stocké dans un fichier, avec un peu de chance, mais comment c'est stocké dans le fichier, ça ne vous intéresse pas. Ça se trouve, c'est pas du tout en table et en colonne, etc. D'accord ? Il y a une représentation logique, donc votre table, et en dessous, on s'en fiche. Et ça, c'est bien parce que quand vous voulez faire évoluer les choses, optimiser les choses, votre application, elle a un contrat avec ce qu'il y a en dessous, avec la base de données qui dit, voilà, je peux accéder à cette table, à ces colonnes, et je peux récupérer cette information. Les transactions, etc., c'est des choses
En fait, on a grandi dedans, on est tombé dedans quand on était petit, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on les a pas. Mais du coup, quand on commence à utiliser du NoSQL, ça surprend un petit peu. Il y a des choses, on se dit, bon ouais, voilà, et là j'ai envie de faire ça. Et le gars en face, il dit, ah bah non, ça, c'est pas possible. Et là, on tombe un petit peu, et puis là, ben, on réfléchit à des alternatives, des approches un petit peu différentes. SQL, évidemment, a été un grand fédérateur, non seulement parce que c'était un standard, mais aussi parce que ça permet de faire des requêtes ad hoc. C'est-à-dire, on ne savait pas, au moment où on a designé la base de données, on ne savait pas vraiment quel type de requête on allait faire. Après, on peut optimiser, rajouter des index, faire des choses, dénormaliser éventuellement, mais à la base, SQL vous permet d'écrire à peu près toutes les requêtes, même celles que vous n'avez pas anticipées. Ça va peut-être être lent, mais en tout cas, ça va revenir. Il y a des types simples, c'est-à-dire que on n'a pas dit, tiens, je vais stocker l'objet adresse, d'accord? Le problème de stocker l'objet adresse, c'est que, bon, c'est un type complexe, il est peut-être représenté, c'est un objet adresse en Java, comment est-ce que je fais pour l'utiliser en Ruby? Si on se concentre sur des types fondamentaux, chaîne de caractères, nombre, date, et on a déjà assez de problèmes avec ça, pour être très honnête, on améliore énormément la portabilité d'une plateforme à une autre, et de pouvoir utiliser nos données sur pas mal de plateformes. D'accord. Puis bon, c'est comme une vieille connaissance, hein, on sait quand il boit trop, etc. Donc les bases de données, on sait quand ça marche bien, on sait quand ça marche pas. Finalement, c'est un peu la zone de confort. Cela dit, tout n'est pas magique. Il y a certaines limites. Planifier pour la scalabilité. Alors quand vous savez que vous allez grossir de 30% par an sur 5 ans, vous pouvez essayer de planifier, prendre des machines plus grosses, optimiser, anticiper, etc., etc. C'est pas forcément facile. Ça coûte du temps d'homme. Migrer les données pour aller sur une plus grosse machine, c'est pas forcément trivial, etc., etc. Changer le modèle est difficile, c'est-à-dire faut difficile à plusieurs étapes, y compris organisationnel. Il faut aller parler au DBA. Mais c'est pour votre bien. C'est-à-dire que le contrat dont je parlais, qui était le contrat entre l'application et la base de données, c'est ça. Ça a un plus, ça a aussi un moins. C'est-à-dire qu'on est un peu moins flexible. Mais cela dit, qu'est-ce qui se passe quand on a des nouveaux données du type j'aimerais bien stocker un demi-terabyte par jour de données et puis analyser ça pour pouvoir travailler sur mes clients, fournir de meilleurs services, etc., etc. Là, la base de données, ça commence à pas vraiment être sa tasse de thé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si j'ai 5 utilisateurs et puis d'un coup il y a, je sais pas, Obama qui utilise mon outil et d'un coup tout le monde veut l'utiliser, donc je me retrouve avec 50 millions d'utilisateurs. Comment est-ce que je scale comme ça du jour au lendemain? Bon, là, les bases de données, c'est pas gagné. Je dis Obama parce que si je prends un candidat français, je vais me faire taper à la sortie, quel que soit celui que je prends. Et puis il y a des choses où vous voulez stocker et récupérer en fonction d'une clé d'accès, et ça vous intéresse pas vraiment de faire des requêtes complexes. Donc là, finalement, la base de données, elle est un petit peu... si vous utilisez une base de données pour mettre une map, finalement, persistante, c'est un petit peu overkill. Surtuant, pardon, je vais traduire. Mais bon, revenons un petit peu en arrière. NoSQL, finalement, c'est vieux comme le monde. Et il y a un truc sur lequel on était très très fort avant, c'est la durabilité. Là, le truc, évidemment, ça se cale pas bien, c'est pas facile de changer les données, mais pour le truc, ça dure hyper longtemps. Et non seulement on peut mettre du texte, on peut mettre des images aussi. C'était génial. Donc finalement, on est en train de réinventer la roue. Non, plus sérieusement, les solutions NoSQL, elles ont toujours existé. Il y a toujours eu des alternatives au modèle relationnel. Ce qu'on appelle vraiment NoSQL, c'est des produits qui sont sortis de certains géants du web, Google, LinkedIn, Facebook, etc., qui avaient des besoins un petit peu particuliers et qui se sont dit, c'est trop compliqué d'avoir un cluster de 50 ou 100 MySQL à gérer. Et du coup, on va faire des solutions qui se calent facilement, sur lesquelles on peut rajouter 10 machines et qui avancent. D'accord ? Et du coup, chacun avait ses propres besoins, et du coup, les designs sont très différents, et les cas d'usage canoniques sont très différents. D'accord ? Est-ce que j'ai beaucoup de données? Est-ce que je veux être disponible tout le temps? Est-ce que je veux avoir un accès extrêmement rapide? Est-ce que je veux pouvoir envoyer 1 téra de données en peu de temps, etc., etc. Selon les besoins, vous allez choisir un produit plutôt qu'un autre. D'accord ? Et aussi, vous allez optimiser la façon dont vous voulez retourner l'information. Donc, selon ce que vous voulez retourner et comment vous voulez le récupérer, vous allez l'écrire de manière spécifique. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu après. Alors, il y a
il y a autant de spécificités que de produits, mais on peut les catégoriser dans 4 grands domaines, je dirais. Le premier, c'est les bases de données orientées graphes. Ça, c'est super pour les requêtes de type donnez-moi tous les gens, les amis de mes amis qui vont à Devoxx, parce que mes amis ont décidé d'aller à la plage, mais du coup, j'aimerais bien avoir des connaissances, j'en sais rien, des trucs comme ça. C'est bien, ça marche bien quand toutes les données peuvent être sur une seule machine, entre guillemets. Quand on commence à vouloir clusteriser les bases de données orientées graphes, ça marche pas aussi bien. Donc ça, c'est finalement un marché de niche avec des requêtes bien spécifiques, d'accord. La deuxième, qui est un modèle extrêmement générique, c'est clé-valeur, ce qu'on appelle clé-valeur, ou des maps, en gros. Donc vous vous dites, je veux stocker de l'information par clé. Donc ma clé, ça va peut-être être le nom de l'utilisateur. Donc Emmanuel, paf, je récupère la valeur. Et donc pour le système NoSQL de type clé-valeur, la clé c'est un blob et la valeur c'est un blob. Donc elle sait rien faire, par contre elle sait le récupérer extrêmement rapidement et vous fournir l'information extrêmement rapidement. Alors ça c'est bien, mais par contre quand on veut faire des requêtes dessus, bon ben un blob ça se requête pas. Et pour un petit peu trouver un truc un peu plus évolué, mais quand même avoir plein des bénéfices de la clé-valeur, les gens ont créé des bases de données orientées documents. Une base de données orientée documents, c'est vous pensez à un format JSON où vous décrivez les propriétés, dans lequel il y a éventuellement des listes de sous-éléments, etc., etc. Et ben c'est ça un document. C'est-à-dire que la valeur dans la clé-valeur, c'est un document. Et on va pouvoir indexer l'information, pouvoir faire des requêtes dessus parce qu'on connaît un petit peu la structure du document. Mais la vraie différence entre un document et une ligne dans une base de données, c'est que je peux avoir le document numéro 1 avec une propriété et le document numéro 2 avec d'autres propriétés. C'est pas grave. D'accord ? Donc il n'y a pas de schéma qui est prédéfini. Et puis le dernier élément, c'est Bigtable. Alors c'est un petit peu, c'est pas toujours facile à décrire, mais je cale là-dedans tous les trucs de type Cassandra, donc qui ont des bases de données orientées colonnes, des approches un petit peu différentes, mais qui ont leur... Bon, déjà, Cassandra, c'est un peu prouvé que ça se cale plutôt bien. Je dis pas que c'est toujours facile à utiliser, mais voilà, il y a des avantages, des inconvénients, un peu comme tous. Cela dit, c'est pas magique. Comme vous avez vu, il y a plein de choix, plein de trucs bien, plein de trucs pas bien en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il va falloir choisir un produit en fonction d'un cas d'utilisation et vous n'allez pas pouvoir tout faire. D'accord ? Et si j'essaie de me focaliser un petit peu sur certains problèmes, le premier, c'est qu'il n'y a pas de modèle de programmation commun. Il n'y a pas un JDBC du NoSQL. D'accord ? Et même si certains fournissent une interface JDBC devant, c'est pas forcément magique. Donc quelque part, si vous voulez porter votre application d'une solution à une autre, spécialement d'une famille à une autre, il va falloir repenser assez fortement la façon dont votre application est écrite. Donc, vous n'allez pas vous dire tiens un petit DAO et hop la vie est belle. Au niveau des requêtages, ça va on ne sait pas requêter, donc dommage. On a un espèce de DSL qui ressemble à SQL, on ne sait pas tout faire, notamment les jointures, faut oublier, mais voilà, ça ressemble à SQL, donc vous devriez vous sentir plutôt bien. Donc il y a une grande variété de façons de requêter. Il n'y a pas de schéma, alors ça c'est un plus ou un moins, mais c'est assez caractéristique d'être assez souple au niveau des schémas. Et la façon dont vous stockez l'info, c'est pour pouvoir y accéder extrêmement rapidement. Donc vous avez tendance à dénormaliser l'info et c'est l'application qui prend ce genre de responsabilité et qui dénormalise l'info pour pouvoir la récupérer de manière efficace. Donc vous avez une abstraction qui fuit un petit peu. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon. Voilà, et puis on a parlé des transactions un petit peu avant. Donc ce qu'on va faire, et donc pourquoi est-ce qu'on a fait JPA pour NoSQL, notamment pour adresser la première partie qui est comment est-ce que je peux avoir le même modèle de programmation pour mon application qui finalement est orientée modèle métier, etc. Est-ce que je peux utiliser le même modèle de programmation pour stocker l'information dans différentes approches, dans différentes solutions NoSQL. Et donc au début on n'y croyait pas trop, mais on a essayé, et puis bon, pour l'instant on n'a pas réussi à échouer, et donc Hibernate OGM est là. Donc ce qu'on va faire, c'est une démo, et comme je vous ai dit, je l'ai changé il n'y a pas longtemps, donc si je me vautre, soyez gentils. Alors, c'est une démo, en fait c'est une application relativement simple qui utilise JPA. Donc là j'ai des entités, donc j'ai une entité adresse qui a des propriétés qui sont mappées avec des identifiants générés, des choses comme ça. J'ai une association entre adresse et une personne qui vit, à qui appartient cette adresse.
c'est la colonne s'appelle habitant, c'est la clé de jointe, enfin c'est la colonne de clé étrangère. La clé étrangère, la colonne qui... Bon bref, vous avez compris. J'ai des livres. Alors les livres, ils ont... Alors oubliez le fields, etc. C'est un truc qui est spécifique à Hibernate Search pour faire les requêtes. On en reparlera un petit peu après, mais ça c'est pas intéressant dans la démo là. Donc j'ai un titre, des descriptions et surtout j'ai un auteur. Donc j'ai une association entre l'utilisateur et les livres. D'accord ? Si on regarde l'utilisateur, il a des sous-objets de type embeddable, c'est le login qui contient deux propriétés. Et puis sinon, il a effectivement l'association avec les listes d'adresses et le livre, c'est un auteur. Je ne sais plus où il est le livre. Peut-être pas d'ailleurs. Non, il n'y est pas. Voilà. Et ce que je fais donc au niveau du service, c'est très simple. Je vais créer 1000 livres. Et un livre est associé à un auteur, et un auteur, c'est riche. En fait, non, mais bon, on va dire que c'est riche, et du coup, il a 2 appartements. D'accord ? Donc, finalement, on crée 5 objets à chaque fois qu'on crée un livre. D'accord ? On va faire tourner ça. Je ne sais pas si j'ai démarré. Alors, je vais commencer par utiliser JDBC de base. Donc, j'utilise H2, qui est une base de données relationnelle en mémoire, et je vais lancer le truc. Ça va créer 5000 objets. Donc là, ça démarre. Vous allez voir, si vous connaissez un petit peu Hibernate, vous allez voir les logs qui vont bien. On accède, on crée les tables, on fait les choses. On met à jour le schéma. Là, il y a les 5000 objets qui sont en train d'être créés. Et paf, ça a mis 9 secondes. D'accord ? Bon, tout va bien. Comment on fait pour migrer une application d'une solution de base de données relationnelle vers une solution NoSQL ? Alors, on utilise Hibernate OGM. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on va dire, je ne veux pas utiliser l'ORM, je vais utiliser un autre provider qui est Hibernate OGM. Donc, on va changer le provider. OK. Ensuite, il y a des choses qui n'ont pas de sens dans une approche NoSQL, c'est tous les trucs liés à JDBC. JDBC driver, user, password, nanana, ça on s'en fiche. Je vais laisser l'information sur Hibernate Search, mais ça n'a pas d'intérêt pour nous. Et je vais dire, je vais stocker l'information dans Infinispan, qui est solution clé-valeur, ce qu'on appelle aussi une data grid. Un truc qui dépote en termes de vitesse, parce qu'en général, il stocke l'information en mémoire, mais de manière distribuée sur un certain nombre de nœuds. Ce que je dis, c'est, voilà, je veux utiliser OGM et je veux utiliser le data store provider qui s'appelle Infinispan. D'accord ? Et la configuration Infinispan, elle est là. Et si tout va bien, si je tourne ça, ça marche. Donc je relance le test, j'éteins ma base de données relationnelle pour montrer que je ne triche pas trop en tout cas. Et donc là, ça démarre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a JGroup qui est démarré. JGroup, c'est la librairie de communication qui est utilisée par Infinispan. Donc on voit que là, on rejoint Infinispan, on utilise le truc, et là, ça a pris 4 secondes. Alors c'est plus rapide parce que... Alors avant, c'était aussi rapide que H2, et mon excuse, c'était H2, c'est en mémoire, Infinispan, c'est en mémoire, donc c'est à peu près similaire en termes de vitesse, sauf qu'un Infinispan, ça peut se distribuer. Bon, entre-temps, ils ont amélioré le produit, donc maintenant, c'est plus rapide. Donc ça, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment l'information est stockée. Donc au lieu de stocker 1000 livres, ce qui est un peu compliqué à analyser, on va en stocker qu'un seul, et en gros, on va dumper ce qu'il y a dans le cache et l'afficher. Donc là, je vais relancer. Donc ça exécute la même chose. Hein. Ça démarre. Là, on rejoint le cluster. Voilà. Donc ce qu'on a, je vais y arriver, c'est 5 entités. On a une entité adresse, et en fait, la façon dont on stocke l'info, c'est la clé d'accès, c'est quelque chose qui contient le nom de la table, le nom de la colonne d'identifiant et la valeur. D'accord ? Donc là, je dis, si j'ai une adresse d'identifiant numéro 4, comment je fais pour construire cet objet ? J'ai cette information, je construis l'objet entity key, et je récupère une information qui est ce tuple-là, qui ressemble beaucoup finalement à une liste de colonnes d'une base de données relationnelle. J'ai l'identifiant numéro 4, j'habite à New York, etc. etc. Et j'ai la clé de jointure ici pour aller de l'adresse vers l'utilisateur. Okay, le gars à qui appartient l'habitation. J'ai un livre, donc pareil, il a un identifiant, des propriétés, il a une association vers l'auteur, donc ça super, j'ai stocké les dates, super. Donc vous voyez bien, c'est assez similaire à finalement une approche relationnelle, on a des colonnes et des machins.
Ça, c'est la représentation logique un petit peu de ce que OGM fait. Et puis j'ai un utilisateur. Alors l'utilisateur, c'est pareil, il a un identifiant, une valeur, il est dans la table utilisateur. Donc déjà, il y a une décorrélation entre la notion de utilisateur et la notion de la classe utilisateur et la notion de table utilisateur, d'accord? Donc si à un moment vous faites évoluer votre modèle objet, les tables, c'est-à-dire la façon dont c'est stocké dans InfiniSpan via OGM, ils ne changent pas. Donc vous pouvez changer le nom de votre classe sans péter toutes vos informations dans votre base de données. On voit que login password, en fait, on utilise un accès avec des dots, là. On va en reparler un petit peu après. Par contre, on n'a pas d'information pour aller de utilisateur vers adresse ou de utilisateur vers livre. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a l'identifiant et les propriétés, mais on n'a pas l'information de jointure. Alors, comment il fait Hibernate OGM? En fait, dans ces cas-là, ce qu'il fait, c'est que on utilise, on stocke l'information de navigation pour aller d'une entité vers une autre, ou d'une entité vers la liste des entités associées. Donc finalement, on stocke le résultat d'une requête SQL qui vous permettrait d'avoir le résultat de navigation. Par exemple, là, je veux aller d'un auteur à son livre. Donc je sais que l'auteur, c'est le numéro 2. Donc je dis, la table d'association, c'est livre. Je suis l'auteur numéro 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le tube, enfin j'ai finalement l'association qui dit, pour l'auteur numéro 2, le livre, c'est le numéro 1. D'accord? Et pour les adresses, pour l'auteur numéro 2, les adresses, le gars, il habite à 3 endroits. Et c'est l'information qu'on stocke. D'accord? Alors, ça, c'est la démo que je fais en général. Ce que je vais vous faire, c'est qu'on on est plutôt content du support OGM. D'ailleurs, il y a Guillaume qui a participé là, donc s'il y a un bug, c'est de sa faute. Sinon, on va essayer de le tourner. Donc là, je change juste, j'utilise MongoDB. Ah, non, attendez, je fais n'importe quoi là. Hop. Et vous me dites rien, vous me laissez me planter. Pas très sympa ça. Une fois, j'ai fait comme ça, j'ai mis un espace quelque part, et puis j'ai fait ma démo. Et ouais, c'était un petit peu un moment de solitude. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je dis, voilà, je vais utiliser MongoDB. J'utilise, alors j'ai une VM en fait, qui tourne sur ma machine. Et le host, donc c'est le nom virtuel. Je vais baisser un tout petit peu le nombre de... Je vais en mettre, mettons 500, parce que pour l'instant, MongoDB est beaucoup plus lent qu'InfiniSpan. Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que c'est lié à la VM. Je pense que pour l'instant, notre driver est pas mature encore. Donc je ne sais pas de qui est la faute. Par contre, si vous êtes intéressé pour optimiser les perfs et que vous connaissez un petit peu Mongo, vous savez à qui parler. Donc là, ça démarre. Paf. Et là, ça a mis... Ah. Interesting. Ah oui. Je sais. En fait, je ne peux pas explorer le cache comme je le fais avec InfiniSpan. Je me suis pris à mon propre piège, là, c'est bon ça. Donc là, on démarre et on fait tourner l'information et on le stocke dans MongoDB, d'accord? Alors, je vais vous montrer un tout petit peu la tête que ça. Là, c'est la console MongoDB sur ma VM. Attends, on va faire un use... Donc là, vous avez les tables d'entité, les tables d'association, la navigation dont on parlait. Si je fais un db.book, non, auteur c'est mieux, user c'est mieux. Fine. Alors ça, c'est Mongo, il pourrait avoir un truc qui le rend bien, mais non, mais c'est pas grave parce que le net est là pour nous sauver. Paf, on a un truc qui est lisible. Ce qu'on voit, c'est qu'on a l'identifiant, la date de naissance, l'information dont on avait. Login est stocké en tant que document, vous voyez. Login, finalement, c'est un objet. Et la façon naturelle de stocker ça dans MongoDB, dans une base de données orientée document, c'est d'utiliser une structure comme ça, donc on fait ça. L'association, elle est stockée dans une table différente. Par contre, on a l'intention aussi de travailler à pouvoir embarquer l'information d'association dans le même document. C'est ce qu'on appelle les Collection of Embeddable dans JPA, et c'est un des trucs qu'on va faire très bientôt dans notre support MongoDB. Si je regarde la table d'association, où est-ce que ça démarre? Elle est là, sur le net, colle, on fait ça. Qu'est-ce que j'ai? Je dis, voilà, je veux aller
c'est l'association qui va de l'adresse, enfin de l'utilisateur vers l'adresse. Je sais que je suis l'habitant numéro 97 et j'ai un certain nombre d'éléments qui sont, enfin d'associations qui sont dedans. Ben voilà, pour l'adresse numéro 98 pour l'habitant 97, etc., etc. Là, c'est un petit peu verbeux. On va travailler à ça pour éliminer la redondance dans la façon dont c'est stocké. Mais c'est, disons, l'approche telle qu'elle est stockée. Bon, alors là, c'est officiel, je suis à la bourre. On va continuer. Donc pourquoi est-ce qu'on est parti sur Hibernate OGM? Enfin, pourquoi je ne vais pas vous le dire exactement, mais quels sont nos objectifs sur Hibernate OGM, qui est un projet voilà, qui est à ses débuts, mais auquel on est plutôt content des évolutions. C'est vous baisser la barrière à l'entrée au niveau des approches NoSQL, au moins au niveau de programmatique, pour que vous puissiez vous tester ça dans vos SI, voir comment ça marche, voir si vous pouvez stocker plus d'informations, de l'information autrement, etc., etc. D'accord? Donc l'approche, c'est baisser la barrière à l'entrée pour vous. Et comment on fait ça? On utilise une approche que vous connaissez déjà, qui est JPA ou Hibernate. Enfin, je dis JPA, mais en fait, c'est Hibernate en dessous. Et c'est facile à vous de vous lancer. Vous prenez votre application ou une application relativement simple telle qu'elle est mappée. Vous essayez et vous voyez si ça marche bien pour vous ou pas. Et un objectif un peu plus subtil mais plus long terme, c'est de vous aider à déclarativement décrire la dénormalisation. Tiens, cette info, j'aimerais la stocker aussi dans le document parce que je veux qu'en chargeant un seul document, j'ai accès à l'utilisateur et ses adresses, par exemple. D'accord ? Soit vous faites ça à la main et vous codez votre truc MongoDB, soit vous dites à JPA, dénormalise ce truc-là, et paf, juste avec une information, on va vous dénormaliser l'info et garder la cohérence entre les infos pour vous. D'accord ? Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? JPA pour Infinispan, EHCache, MongoDB. Cassandra, on a un tout petit peu démarré, il y a des gens intéressés, donc ça va être la prochaine cible sur la liste. On sait supporter, le moteur il sait supporter la création, mise à jour, suppression et lecture des objets, des entités polymorphiques, des entités, des sous-classes, etc. Ça marche bien. Des objets, les components, les objets embedded, etc. Ça marche bien aussi. Les associations one-to-many, many-to-one, one-to-one, many-to-many, ça aussi, ça marche bien. Et au niveau des requêtes, on n'a pas de JPQL vers le truc qui est en dessous. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est des requêtes de type requête full text. Et là, vous utilisez Hibernate Search, vous marquez vos entités en tant qu'indexées, vous pouvez faire une requête full text et on va voir, on peut simuler un petit peu un certain nombre de requêtes que vous pouvez faire avec du JPA classique. D'accord ? Cela dit, on y travaille, donc on fouette les gars qui travaillent dessus. Et notre idée, c'est d'avoir un JPQL vers un arbre syntaxique qui va bien, qui va nous permettre de convertir ça dans une requête Hibernate Search et Lucene, mais aussi de convertir ça vers une requête du système qui est en dessous. MongoDB a un certain support pour les requêtes, pareil pour Cassandra. Donc voilà, c'est un peu notre objectif à moyen terme. On veut supporter plus de solutions NoSQL et explorer plus de dénormalisation. Aujourd'hui, on voulait vérifier que ça marchait, que le modèle de stockage il marchait bien. On veut continuer là-dessus. Alors, c'est pas une solution miracle. Je vais pas vous dire, oubliez toutes les API NoSQL, c'est de la merde, faut passer par Hibernate OGM. Non, c'est clairement un sous-ensemble des cas d'utilisation que vous avez. Si vous avez une application qui est orientée modèle métier, avec des objets et potentiellement des liens entre ces objets-là, considérez JPA comme façon de designer les choses et d'utiliser Hibernate OGM pour stocker l'information dans votre solution NoSQL en dessous. Et ça se mappe plutôt bien. C'est-à-dire un document, on pourrait se dire c'est pas vraiment relationnel ce truc-là. Alors oui, quand on parle de relations entre entités qui ont des cycles de vie bien distincts, mais une entité qui est associée à des objets embeddable ou des collections of embeddable, c'est clairement le modèle document. Il n'y a rien de différent. Alors je vais sauter ça pour essayer de gagner un petit peu de temps. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que c'est ça Hibernate OGM. On réutilise Hibernate le cœur, d'accord, sauf qu'on change deux trucs petits. Le persister, le truc qui discute avec JDBC, et le loader qui discute aussi avec JDBC. Et on le remplace par une implémentation à nous qui discute avec ce qu'on appelle le grid dialect. Et le grid dialect, c'est l'interface que MongoDB, le dialecte MongoDB, le dialecte Infinispan, EHCache, etc. implémente
pour interagir avec nous. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu dans certains concepts, certaines décisions qu'on a dû prendre quand on a designé Hibernate OGM et les raisons pour lesquelles on l'a fait. Première question que s'est posée, c'est bon, les bases de données relationnelles, elles ont un schéma, et c'est super parce que déjà tout le monde est d'accord dessus, et puis on peut, si on change les données, le schéma change, donc on sait très vite que l'application va péter, d'accord ? Par contre, c'est typiquement un peu lourd, il y a souvent des DBA en termes organisationnels pour gérer ça, etc., etc. Et sans schéma, qui est une approche un peu poussée par les NoSQL, c'est super parce que le développeur, il dit paf, rajoute une colonne, et bon, c'est bon, ça marche tout de suite. Alors quand il rajoute, ça va, mais quand il se met à modifier des colonnes, supprimer certains trucs, utiliser des nouvelles données, qu'est-ce qui se passe ? Soit c'est un développeur consciencieux, et il va mettre à jour toutes les applis qui utilisent la structure qui est en dessous, pour mettre à jour l'info. Ensuite, il réfléchit au fait qu'il faut migrer de l'ancienne structure à la nouvelle structure. Donc, soit j'écris un batch, soit à chaque fois que je lis, je suis compatible avec l'ancienne et la nouvelle. Et puis, je lis et je fais de la migration à la volée, soit les deux. Mais bon, bref, il y a un travail à faire au niveau applicatif qui n'existe pas dans les bases de données relationnelles. Donc, si vous avez des développeurs consciencieux, c'est super. Et que vous pouvez les payer, genre Google, tout ça, ça se passe bien. Si c'est un peu plus le Far West, il faut faire attention. Alors nous, l'approche, c'est de dire, on résout pas vraiment ce problème, c'est un problème fondamental, mais ce qu'on dit, c'est que voilà, il y a JPA qui est votre modèle objet, on a la notion de table, de colonne, etc., qui vous abstrait de votre modèle objet, donc vous pouvez faire évoluer votre modèle objet alors pas entièrement, mais rajouter des superclasses, rajouter des propriétés, changer le nom d'une propriété, etc. Vous pouvez le faire sans avoir à migrer vos données au niveau de votre data store, d'accord ? L'autre truc, c'est que, alors nous, on est parti de Infinispan initialement pour deux raisons. La première, c'est que, une raison, c'est que c'est chez JBoss. C'est un outil, c'est l'ancien JBoss Cache qui a été réécrit avec des nouvelles approches de distribution, etc. Du coup, on connaissait assez bien la sémantique, et puis quand il y avait des bugs, on pouvait leur taper dessus. Et du coup, vous voyez, c'est plus rapide. Donc, ça sert. L'approche de base quand on utilise une data grid, c'est de dire j'ai une clé et puis je stocke l'objet. L'objet, il est éventuellement sérialisé ou pas, c'est la grille un peu qui gère. Mais si vous vous mettez à distribuer, forcément, il est sérialisé d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que les utilisateurs n'étaient pas super contents de ce truc-là. Premièrement, c'est une API assez bas niveau, et puis ça ne gère pas un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait au moment où on a des objets qui sont associés à d'autres objets ? Est-ce qu'on stocke le graphe entier ou pas ? Comment est-ce qu'on le détache ? Si on stocke l'objet A qui est associé à B, que je stocke aussi l'objet B qui est associé à A, que je change A en le lisant une fois, mais qu'il a été sérialisé aussi dans l'autre, comment ça se passe la synchro ? Ça se passe pas en fait. C'est à vous de gérer ce genre de choses. D'accord ? Et finalement, le problème qui pour moi est plus fondamental, c'est que si je fais évoluer ma classe d'objet, mon objet classe, je rajoute des propriétés, etc. Si j'ai sérialisé une version avec la version classe d'avant, j'essaie de la lire, il y a des chances que je me tape des exceptions assez pénibles en Java, du genre, désolé, je ne peux pas désérialiser, je ne comprends pas le format. Et ça, c'est problématique si vous vous dites, les données, j'aimerais bien les garder quelques années. Donc, ce n'était pas la bonne approche. Et c'est pour ça qu'on utilise cette notion de tuple et ce qu'on appelle déshydrate les objets dans des éléments unitaires, un nom de colonne, une nom de propriété, une valeur, et ça c'est des types fondamentaux, type string, number, etc. et pas un objet de type, je sais pas, user ou des choses comme ça. D'accord ? Un autre truc qu'on a fait, c'est que toutes les opérations sont en lookup. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est extrêmement rapide dans les data grids et dans beaucoup de systèmes. Et donc plutôt que d'avoir une requête qui passe par un index, etc., on a tendance à privilégier le lookup qui sera plus efficace. D'accord ? Donc toutes les opérations fondamentales de lecture, mise à jour, suppression et création, c'est des lookups. L'inconvénient, c'est qu'au moment de l'écriture, on va voir, mais on doit faire plus de choses. Ça, c'est le moment de pause, mais vous avez vu la ligne des toits de Java. Quoi de plus naturel que de faire un petit rampage pour tout détruire ? Qui connaît ce jeu d'ailleurs ? C'était bien, hein ? Les structures de données, comment est-ce qu'on stocke l'info ? Je vous ai déjà un petit peu montré pendant la démo, mais on va refaire une seconde passe parce que j'ai dû aller vite et c'est pas forcément trivial. Chaque entité
Donc chaque ligne, si vous réfléchissez en mode relationnel, est stockée dans une clé au sens clé-valeur ou dans un document au sens base de données document. D'accord ? Et la clé, elle est faite du nom de la table et en gros de l'identifiant pour pouvoir de manière unique récupérer l'info. Pourquoi on met la table? Parce qu'il y a probablement plusieurs éléments qui ont un ID numéro 12. Il faut quand même différencier de manière unique l'information. Comment est-ce qu'est stockée l'information conceptuellement? C'est un tuple de nom de colonne et de valeur. D'accord? Un tuple, vous pouvez y penser en tant que map, ça suffira. Et la valeur, c'est des types sérialisables qui sont fondamentaux. Chaîne de caractères, date, etc. Donc, avec des fortes chances que le modèle NoSQL en dessous, il le supporte. Au niveau des associations, c'est là où ça se complique, évidemment. On ne peut pas faire comme une base de données relationnelle. Parce que quand on y réfléchit, une base de données relationnelle, pour vous récupérer l'objet associé à un autre, en fait, on fait une requête. On dit, voilà, je vais récupérer tous les objets B, dont A.foreignKey égale quelque chose. D'accord? Tous les objets associés. Et comme nous, on ne voulait pas dépendre d'un index séparé ou pas pour naviguer d'un objet à un autre, on a décidé de stocker l'information de navigation et de gérer au niveau du moteur la mise à jour de cette information quand vous faites des changements dans les objets. D'accord? Donc ce qu'on dit, c'est qu'on a une clé qui dit, voilà, quand je suis de l'objet utilisateur et que je veux aller vers l'objet adresse, donc je suis utilisateur numéro 1, j'ai l'objet adresse, et ben je sais que je suis l'utilisateur numéro 1, donc je sais construire la clé de navigation de utilisateur numéro 1 vers là où les adresses. D'accord? Je construis cette clé, je fais un lookup, je récupère la liste des éléments mappés et je récupère l'information. Ok? Ça veut dire que potentiellement, quand je fais une écriture, il y a plusieurs choses à mettre à jour, en fait, plus que un. Typiquement, si j'ai un utilisateur et 2 adresses, je vais devoir mettre à jour dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là 2 fois. D'accord? Un utilisateur, 2 adresses, 3 navigations. Alors ça, c'est une approche. Il y a des chances qu'on offre plusieurs approches alternatives et qu'on vous laisse le choix, pareil, par configuration ou par des choses comme ça. Alors je vais faire une redescription un peu rapide. Ça, c'est le modèle. Alors tout en haut, vous avez le modèle objet. Au milieu, vous avez le modèle relationnel. Et en bas, vous avez ce qui est stocké en clé valeur. Donc là, on dit, voilà, si je veux charger l'utilisateur numéro 2, ben, c'est dans la table tbl_user. Alors pourquoi TBL? Je pense qu'il y a au moins une personne qui saura dans la salle pourquoi. C'est une convention un peu bizarre qu'on utilisait dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, qui est restée pour des raisons historiques, mais au moins c'est la différence entre le nom de l'objet et la table. Bref. Et ensuite j'ai la clé primaire et la valeur. Et je récupère la valeur, et cette valeur c'est ce tuple qui contient la liste des propriétés qui sont stockées dans l'utilisateur. Pareil pour adresse. Par contre, comment est-ce que je fais pour aller de utilisateur vers adresse? Il faut que je stocke plus d'informations. Je stocke l'information de la table d'association et je dis, voilà, je veux aller de l'utilisateur numéro 1 vers la liste des adresses. Comment je fais? J'ai la table d'association user-adresse. La foreign key qui pointe vers l'utilisateur numéro 1, c'est user_id_fk. Et la valeur, c'est 1. Et donc, je crée cette clé, je fais un lookup et je récupère le deuxième objet en partant du bas dans la colonne value. Et il dit, voilà, il y a 2 résultats. Le premier qui dit que l'adresse ID c'est 3 et le deuxième qui dit l'adresse ID c'est 5. Je peux récupérer l'info. Ça a du sens? Comment je fais pour aller de adresse vers utilisateur? C'est pareil. Sauf qu'en l'occurrence, la clé étrangère, c'est l'autre. Ok? Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire. C'est-à-dire que littéralement stocker des associations, je pense que, notamment en MongoDB, c'est pas forcément quelque chose que vous allez vouloir faire. Vous allez probablement vouloir utiliser la notion de collection of embeddable et des choses comme ça pour stocker ça dans le document lui-même. Et ce qui a du sens si vous n'avez jamais besoin d'accéder à l'entité adresse par une autre entité qui n'est pas user, par exemple. Alors au niveau des requêtes, on y travaille. Mais disons que le design initial qu'on avait, c'est de dire on va indexer les informations. Il se trouve qu'on sait stocker l'index Lucene dans Infinispan. Et Hibernate Search est un moteur orienté objet, mais qui utilise Lucene en termes d'indexation et de requêtage. Et donc en stockant l'index Lucene dans Infinispan et en écrivant un JPQL vers requête Hibernate Search, le DSL ou Lucene en dessous,
on va pouvoir récupérer l'information et vous faire des requêtes qui marchent pour un certain nombre de requêtes simples. Je vais vous montrer 2 exemples. Mais avant que je continue là-dessus, alors ça c'est bien pour Infinispan et les data grids qui n'ont pas vraiment de système de requêtage natif, en tout cas certaines. Si vous avez un truc qui a des systèmes de requêtage qui marchent à peu près, c'est là où on va utiliser l'AST et faire un binding entre les concepts de l'AST et ce que c'est faire le moteur en dessous. Ça, c'est 2 exemples de requêtes qu'on sait faire en Lucene qui, par défaut, on pourrait penser qu'on ne sait pas faire. Là, je vais récupérer tous les animaux dont la taille est strictement supérieure à 20. C'est la requête JPQL. Et en dessous, ça utilise le DSL Hibernate Search pour écrire la requête. Donc, c'est vachement plus haut niveau qu'une requête Lucene. Mais en gros, ça se lit bien. On fait une requête de type range sur le champ taille. Et puis, on veut que ça soit exclusivement au-dessus de 20. D'accord ? Quand on regarde la deuxième requête, alors non seulement il y a une jointure de type many to one, et ça on sait un petit peu gérer quand on fait de la dénormalisation, mais aussi il y a 2 restrictions. Le prix doit être supérieur à 100 et la ville doit être Paris. Comment on fait ? On crée 2 requêtes Lucene, enfin qui sont des requêtes à Hibernate Search, mais en dessous le create query ça vous ramène un Lucene object, et on les combine ensemble. Ok ? Qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur ? Supporter plus de NoSQL. Bon, déjà finir l'approche Mongo, mais je suis assez content de ce qu'on a fait. Partir vers d'autres solutions NoSQL. Donc Cassandra, c'est le modèle le plus compliqué à comprendre. Il n'est pas conceptuellement compliqué, mais juste le vocabulaire est tellement différent qu'on se prend un peu la tête. Mais on discute avec les gens de la communauté Cassandra pour avoir des approches là-dessus. Donc je pense que ça va marcher. Au niveau des graphes aussi, on aimerait bien expérimenter. On avait fait quelques analyses un petit peu rapides. On pense que c'est jouable aussi, donc ça serait intéressant. L'autre grosse branche de travail, c'est le support JPQL, pour que vous ayez vraiment une approche JPA de bout en bout en incluant les requêtes pour voir si ça marche. Ok. Et je pense que le troisième gros truc, c'est les options de dénormalisation pour que vous ayez des capacités à optimiser l'approche, donc stocker l'information pour que le requêtage soit plus rapide après. D'accord ? C'est-à-dire que vous décrivez votre modèle objet, vous décrivez programmatiquement ou autrement le genre de choses que vous voulez faire plus rapidement que d'autres, et le moteur Hibernate OGM fait ce travail pour vous. Voilà. Donc le statut, on a support de Hcache, Infinispan et MongoDB en CRUD. On travaille aux requêtes et on travaille à d'autres solutions NoSQL. Si vous voulez plus d'infos, donc on a un site web avec de la doc. Et puis si vous connaissez les concepts JPA, ben déjà c'est positif. Si vous ne les connaissez pas, ben c'est le moment. Et puis surtout, si ça vous intéresse, s'il y a un truc qui vous titille un peu, venez contribuer, vous forquez sur GitHub et vous venez nous parler sur Freenode ou sur notre mailing list. Alors, il me reste combien de temps ? 10 minutes ? C'est la fête. Plein de questions. Alors, si vous avez une question, voilà, il y a Charles qui a le micro, qui va venir... Il y avait une petite ligne, il y a 2 slides sur déploiement hybride. Ouais. Ça serait, parce que j'avais une question justement à ce propos-là, est-ce que ça serait envisageable d'avoir via OGM un modèle de données qui serait stocké de façon hybride dans plusieurs datastores NoSQL, ou éventuellement dans des datastores NoSQL et SQL, en fonction des contraintes des différentes parties du modèle en fait. Alors avant de répondre à tes questions, je vais répondre à une autre qui est presque la même. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par déploiement hybride ? En fait, par déploiement hybride, ce qui est le plus intéressant et qui a un intérêt très concret pour les gens dès aujourd'hui, c'est de dire, je vais mettre une data grid qui a un temps d'accès extrêmement rapide, sur lequel on va pouvoir faire un certain nombre de requêtes, en tout cas simples, devant une base de données relationnelle, pour alléger pas mal d'opérations sur la base de données relationnelle et pouvoir distribuer cela sur un certain nombre de serveurs, mais quand même stocker l'information et dans la grille entièrement et dans la base de données relationnelle. Donc faire un front-end entre la grille et la base de données relationnelle, tout en gardant la base de données relationnelle propre au sens table, modélisation, etc. Donc c'est ça que j'entendais par hybride. Cela dit, il y a Spring Data, etc. On explore ce que tu as dit, c'est-à-dire de dire j'ai un modèle objet,
mais en fait j'ai des besoins de requêtage qui sont différents. Et ça serait bien si je pouvais stocker celui-là dans Neo4j, qui est une base de données orientée graph, mais aussi dans un autre truc un peu plus persistant ou classique, j'en sais rien, mais dans MongoDB, pour mes requêtes un peu plus traditionnelles. Et en fonction de mes besoins, je vais aller vers un des data stores et un autre, et OGM va gérer disons, la cohérence des données à travers les plusieurs systèmes. Ouais, je crois que c'est un truc qu'on aimerait bien explorer. Là, on est vraiment à essayer de construire les fondamentaux. Et dès qu'on aura ces trucs-là, ouais, c'est clairement un truc que j'aimerais explorer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée au final, mais ça vaut clairement le coup d'être exploré. Alors, en fait, ceux qui posent des questions ont droit à des trucs, mais pas des casquettes, parce qu'on n'en a plus. Donc voilà. Donc ceux qui ont posé des questions, ils viendront me voir à la fin et on fera des tris. Ouais. Alors, on a bien vu que l'insertion, c'était performant, notamment avec Infinispan. Pour ce qui est des requêtes Lucene, l'index Lucene qui est stocké dans Infinispan, ça donne quoi niveau perf? Alors, ouais, ça se passe plutôt bien. Alors, l'index Lucene, on le stocke pas brut de fonderie comme vous le stockeriez dans une directory au sens Lucene. On a un petit peu optimisé la structure, on a utilisé une approche sans transaction pour bien travailler les performances, etc. Si j'avais un point négatif à donner, c'est que pour avoir ces performances-là, on a une approche un maître, plusieurs esclaves. C'est-à-dire que quand un esclave reçoit un changement, il envoie l'information à un maître qui, lui, va indexer l'info, stocker ça dans la grille de manière distribuée, l'index, et du coup, ça va être tout de suite visible après par les esclaves. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si ton master il tombe? Alors là, tu as plusieurs approches selon la façon dont tu gères ton cluster. Une des approches qu'on va explorer là, c'est d'utiliser JGroups avec un mode de choix de maître dynamique. Aujourd'hui, il est statique dans l'approche JGroup. Une autre approche, c'est de dire j'ai du JMS qui est persisté. Si le master tombe, je replug un autre master avec un autre JMS et je repars. Mais voilà, on veut travailler là-dessus. Pour que ça soit vraiment plus transparent et plus simple en termes d'admin possible dans le futur. C'est des choses qu'on travaille. En termes de perf, ouais, ça se passe plutôt bien. Et on a d'autres idées pour que ça se passe encore mieux, notamment ne plus avoir de lock du tout et du coup ne plus avoir à gérer cette notion de maître-esclave. Simplement, le design est un peu couillu, mais si ça intéresse quelqu'un de travailler dessus, on a des idées. Ouais. Ouais. Je me rappelle à l'époque de JDO, Gavin qui disait que c'était une appli qui était un peu trop embrassée, un peu tout. JPA avait été plus conçu pour les bases de données. Ouais. Est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de repartir sur une autre API, mais de from scratch pour être plus près des concepts NoSQL? Non. Alors moi personnellement, j'ai jamais vraiment aimé l'API JDO, ne serait-ce que parce qu'à un moment il y a du mélange entre le requêtage, c'est un peu chelou, alors c'est mi-objet, mais on peut insérer des chaînes de caractères de temps en temps, etc. C'est un petit peu compliqué. L'API JDO en termes de concept est compliqué. Il y a beaucoup plus dans le graphe de transfert d'état des objets, elle est carrément plus compliquée. Et là, c'est une question de connaissance de la base utilisateur. JPA, c'est carrément plus connu que JDO. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti vers ça. Je pense qu'il a été designé de manière plus sereine, mais bon, après, ça ne regarde que moi. Et comme j'ai dit, on explore, voir si ça map ou pas. Il se trouve que les concepts mappent beaucoup mieux que ce que je pensais initialement. Donc, je continue là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais visiblement de problèmes de perf avec Mongo. Donc, tu savais pas trop d'où ça venait. Enfin, de différence de perf. Ouais. De différence de perf. On préfère parler de différence. Alors, excuse-moi, de différence de perf. C'est des différences que tu as mesurées par exemple, alors, sans utiliser non, c'est des différences que j'ai mesurées quand j'ai fait la démo. Là. Oui. Donc non, on n'a pas fait de. Alors s'il y a un travail formel en termes de perf qui est en train d'être fait. Juste ma question finale en fait à l'arrivée, c'est est-ce que aujourd'hui tu mettrais du OGM avec du Mongo en prod ou il vaut mieux attendre encore un peu? Alors déjà vaut mieux attendre Guillaume. Non, déjà vaut mieux attendre un petit peu parce que c'est une branche Mongo sur laquelle on travaille qui n'est pas réintégrée sur le master, d'accord. Donc c'est clair que la structure va bouger encore et
Et autant sur Infinispan, ça fait longtemps qu'on n'a pas changé la façon dont on stocke l'information de manière structurelle. Autant Mongo, voilà, ça fait 3 semaines qu'on y travaille et du coup, on va pas, je vais pas te dire stocke l'info et après te dire ah ben on a tout pété, désolé, et tu vas plus pouvoir relire tes infos, d'accord? Donc on n'y est pas encore. Par contre, si t'aimes bien te couper le doigt un peu de temps en temps sur les bords, tu peux aller voir comment on a fait. Le tester sur les trucs, nous donner du retour et faire évoluer le truc ensemble. Un truc qui est pas mal, c'est que comme on a séparé la notion de OGM et la notion de dialecte, tu peux toujours dire bah, je garde un dialecte qui stocke l'information à l'ancienne mode et j'ai un dialecte qui stocke l'information à la nouvelle mode ou avoir des options, tu vois. Donc on va pouvoir gérer les évolutions même si, sans faire peur à tout le monde, en gros. Peut-être une dernière question? Oui. T'es où? Ici. Okay. Pour moi, Hibernate, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc ma question se porterait plus vers les fichiers. Comment est-ce que vous faites la gestion des fichiers, tant les fichiers que l'on uploaderait sur le serveur, ou bien tant les fichiers d'Hibernate même, par exemple, pour de la scalabilité sur du multi-cloud, avec bien sûr des architectures cloud différentes? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les données, elles sont pas... Là, ça carbure, hein. Ta question, elle n'a pas 100% de sens en fait. Mais je vais essayer de donner des billes malgré tout. La notion de cloud, elle est intéressante dans le sens où il y a pas mal de gens qui essaient de faire un pass qui réutilise des API existantes. Une des raisons pour laquelle on avait démarré Hibernate OGM, c'est justement de dire on fait un pass Java EE et JPA, c'est un des trucs, mais par contre clusteriser la base de données relationnelle, ça peut être compliqué et pas forcément efficace en termes de coût. Donc si on a un truc qui stocke l'info dans du Mongo ou dans l'Infinispan ou autrement, ça peut être pas mal pour quelqu'un qui a un pass public et qui veut stocker l'information pour toi et que toi tu codes quand même en JPA. D'accord? Sinon, fondamentalement, Hibernate OGM, il stocke pas l'info. D'accord? Il passe l'info à un data store comme tu passes l'info à ta base de données relationnelle qui, elle, va la stocker dans un fichier. D'accord? Et donc, ta question, tu vois, je l'envoie discrètement aux gens qui développent Mongo ou des gens qui développent Cassandra parce que c'est leur métier de dire, moi, je vais stocker l'information avec un log append initialement et puis après stocker l'information de manière optimisée et pour être sûr de mon commit, etc., etc. Mais c'est pas vraiment le boulot de Hibernate OGM. Pareil, au niveau transactionnel, c'est pas le boulot d'Hibernate OGM. Si en dessous, votre système, il supporte les transactions, par exemple Infinispan ou une base de données relationnelle, super. Si votre système, il supporte pas les transactions et que quand vous faites un commit sur un document et un commit sur un autre document, vous pouvez pas faire ça de manière atomique, MongoDB, eh ben, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir le système qui est en dessous et de comprendre ses contraintes. Là-dessus, je peux essayer de vous vendre le truc magique, mais ça n'existe pas. Donc, mais si vous voulez l'acheter, on peut négocier. Ouais, je sais pas si on a le droit encore un peu de temps. On va s'arrêter là. Voilà, je resterai dehors parce que sinon voilà. Mais on pourra continuer là. Merci, on applaudit. Merci. Ah oui. Et ceux qui ont posé des questions, vous pouvez. Ceux qui ont posé des questions, il y a des goodies, donc venez me voir. Et ceux qui n'ont pas posé de questions, il y a aussi des goodies, donc vous pouvez venir. Mais pas de casquette. Non, Voilà, je veux juste dire que le vestiaire